Retour sur l'autre plateau de ces assises des délais de paiement où nous ont rejoint Alain Luminel, qui est responsable du pôle expertise financière chez Elisphère, Thomas Bonte, analyse scoring, spécialiste analyse scoring, et lui est en plateau. Je pense qu'on va les voir dans quelques instants. Ça n'est que moi pour l'instant. Voilà, je vous présentais donc les invités de cette première table ronde de la matinée. Alain Luminel, qui est responsable du pôle expertise financière chez Elisphère, Thomas Bonte, donc analyse scoring chez Credit Safe, et puis en duplex de Lyon, on le retrouvera dans quelques instants au milieu des bouchons, certainement, Thierry Millon, le directeur des études chez Altares. Il nous a semblé nécessaire, Alain, de préciser le tableau de bord de l'économie francilienne en rappelant tout d'abord quelques chiffres clés pour cette région d'Île-de-France. Ensuite, vous allez redéfinir le tissu économique régional et vous essaierez d'analyser la façon dont les 8 départements qui composent l'entité Île-de-France ont vécu la crise et comment elle prépare le rebond. Donc, on commence par les chiffres clés, si vous voulez bien, en vous remerciant d'être avec nous. Très bien. On envoie les slides, allez-y directement. Nos invités sont prêts. Envoyez les slides pour qu'ils puissent les commenter en direct. Oui, mais alors dans ce cas-là, on me dit que les slides ne sont pas prêts. Alors, dans ce cas-là, que fait-on? Eh bien, déjà, ce qu'on peut dire sur l'Île-de-France, c'est une région qui est très riche. C'est une région qui représente aujourd'hui à peu près 4% du PIB européen. C'est une région qui est complexe parce qu'elle a cette particularité d'être à la fois très riche. Donc, c'est une région qui performe beaucoup plus que le Grand Londres, par exemple, et qui a cette particularité de détenir les communes les plus riches de France. On prend l'exemple de Neuilly, mais également les communes les plus pauvres de France. Donc, il y a un souci dans cette région de répartition, finalement, de la richesse. Pour faire face à ça, la région se restructure, s'organise. Il y a eu la création de la métropole de Paris. Métropole de Paris, c'est 7 millions de personnes par rapport à 12 millions que compte aujourd'hui la région parisienne, et finalement qui répond à des objectifs qui sont plutôt d'agir ensemble, agir pour finalement un meilleur urbanisme, agir sur le logement, sur l'hébergement en urgence, sur le développement économique. Ce qu'on peut dire sur l'Île-de-France, c'est une région qui est très dense, donc très dense, très petite, qui se situe en dessous d'Alsace. Et finalement, une entreprise française aujourd'hui sur 4 se situe en Île-de-France. Et un salarié sur 3 également travaille en Île-de-France. On va continuer les chiffres. On va peut-être pas les voir directement, mais vous les avez certainement vous en tête. Le PIB de la région, c'est ? Ça représente plus de 30%. 31%, c'est ça. Hein. C'est un très bon PIB. Voilà. Et au niveau, par rapport à l'Union européenne, c'est 4,6%, c'est ça? 4,6%. Donc, secteur tertiaire, notamment. Secteur tertiaire, on trouve beaucoup de holding, on trouve beaucoup du secteur du service. On a une activité tourisme qui est très bien sûr importante et qui a subi donc en 2019 finalement la crise des gilets jaunes. Et puis là, quand on regarde un peu le trafic, notamment de Paris Aéroport, on s'aperçoit que le trafic passager a baissé de l'ordre de 69% en 2020 par rapport à 2019. 2019 qui n'était déjà pas une très bonne année pour le tourisme français. Autre particularité de la région Île-de-France, les entreprises de plus de 250 salariés sont majoritaires. Oui, elles sont majoritaires et elles représentent aujourd'hui l'essentiel du chiffre d'affaires de la région. Donc, on a une typologie de grandes entreprises. Donc, c'est ce que je disais, on a beaucoup d'holding, on a des têtes de groupe. Et aujourd'hui, on a à peu près 10% de ces têtes de groupe, de ces holdings, de ces services financiers qui représentent à peu près 38% du chiffre d'affaires de la région. Alors, important aussi de rappeler que l'Île-de-France compte 1,16 million d'entreprises. Oui. Et se place donc très loin devant la région suivante qui est Rhône-Alpes. Hein. Tout à fait. Auvergne-Rhône-Alpes, pour être précis. Population d'entreprises qui reste particulièrement dynamique avec une croissance de... Vous vous souvenez du chiffre 5,7%? Tout à fait. Et on reviendra après on reviendra après sur les chiffres parce que dans ces chiffres, il y a également toute la situation en fait de l'entrepreneuriat et on verra le rôle justement des auto-entrepreneurs et le dynamisme en fait durant cette crise et le courage qu'ont eu ces personnes pour pouvoir se réinventer.
Oui, c'est vrai qu'on y rentrera notamment dans la typologie si les slides sont de retour. On continue, on déroule les chiffres que vous m'avez partagés on y va. Et dont je vois qu'ils sont tous parfaitement exacts. Donc ça personne ne contestera. 12,3 millions d'habitants en Île-de-France, hein. Près d'un Français sur 5 donc, habite dans ce qui est la région capitale. Donc 5,9 millions d'emplois salariés, tout à fait, qui représente près d'un quart de l'emploi salarié en France. Tout à fait, oui. Avec beaucoup d'inégalités. Si vous prenez par exemple le salaire aujourd'hui moyen d'une ville comme Neuilly-sur-Seine, ça représente à peu près, salaire mensuel, ça représente à peu près 7 000 euros. Si vous comparez par rapport au salaire moyen aujourd'hui d'une ville comme Clichy-sous-Bois, ça représente 1 800 euros. Donc beaucoup d'inégalités au travers de ces richesses, d'où une réorganisation de structures qui est aujourd'hui propre à Paris pour pouvoir effectivement aujourd'hui équilibrer et répartir beaucoup mieux la richesse aujourd'hui de cette région-là. Ouais. Une disparité en plus avec des proximités géographiques pourtant très proches. Oui, les deux villes sont distantes d'une trentaine de kilomètres. Ouais. Bon, écoutez, je ne sais pas si les slides sont revenus, on me le dira, mais parce que Alain Luminel aurait besoin de vous expliquer un peu. Alors, on me dit ça arrive. Alors, ça arrive, ça veut dire quoi? Est-ce que ça arrive tout de suite, dans 5 minutes ou dans 10 minutes? On ne sait pas. Dans 2 minutes, donc on va continuer de dérouler. Ça vous convient, Alain? On essaie d'avancer, même si vous n'avez pas les chiffres, mais je constate que vous les avez sur le bout de doigt. Vous évoquiez tout à l'heure, peut-être qu'on peut s'arrêter sur la spécificité des auto-entrepreneurs, hein, parce que c'est pas quelque chose qui vous frappe. Oui, c'est une ville en fait qui est très dynamique. C'est une ville sur laquelle il y a vraiment un esprit d'entrepreneuriat. Donc, il y a beaucoup de création de start-up. Hein. On se remémore un peu le discours de notre président en 2017, voulant faire finalement de la France une start-up nation. Donc, aujourd'hui, vous prenez les start-up, il y a beaucoup aujourd'hui, 88% en fait de start-up sont en train de se réinventer. Donc, dans des domaines qui sont notamment les biotech, les fintech. Et puis derrière, en termes de dynamisme, il y a beaucoup de création. Il y a beaucoup d'esprits, effectivement, d'auto-entrepreneurs qui se sont créés par rapport à la crise, parce que ce sont des personnes qui ont envie de rester indépendantes et de ne pouvoir compter que sur eux-mêmes. Donc, il y a eu beaucoup de courage. Et puis, il y a bien sûr cet esprit de se réinventer. Il y a le monde avant la crise et puis il y aura bien sûr le monde après la crise. Ouais. Je donne 2 chiffres pour avancer, hein, qui m'ont paru frappants. Dans la typologie des entreprises, celles qui n'ont aucun salarié, près de 2 millions. Oui. Et celles qui ont 5000 salariés ou plus, 135. Tout à fait. Et on trouve finalement la concentration des grandes entreprises sur plutôt des départements qui sont périphériques finalement de Paris, notamment, je dirais, dans les Yvelines, avec toute la zone de Saint-Quentin-en-Yvelines, et puis également, bien sûr, dans les Hauts-de-Seine, avec la Défense. La partie Paris intramuros, vous avez beaucoup plus de PME. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, on a l'impression que finalement, les grosses entreprises et les sièges sociaux des grosses entreprises, finalement, s'exodent hors du département de 75. Bon, je crois qu'on a fait là vraiment la fiche technique de la région Île-de-France. On va passer au slide suivant qui, lui… Alors, on va revenir sur les défaillances. Voilà. Les défaillances en Île-de-France, c'est un peu le même trait finalement que les défaillances générales au niveau national. Donc, une baisse significative des défaillances. Donc là, on arrive sur un niveau de 7400 défaillances en Île-de-France. C'est un niveau jamais atteint et qui ne sera probablement jamais atteint dans les années à venir, tout simplement parce qu'il y a des aides qui ont été massives, sous forme notamment des prêts garantis, des PGE. Hein, ça représentait à peu près 136 milliards d'euros. Et on a prêté vraiment à toutes les entreprises, quelle que soit finalement leur santé financière. Aujourd'hui, il y a un questionnement par rapport à ça. L'endettement n'est pas un problème. Ce qui va être important, c'est de mesurer la capacité des sociétés à pouvoir rembourser les dettes. Donc, on va bien regarder finalement les marges brutes d'exploitation. Je reviens sur l'esprit d'entrepreneuriat. Et effectivement, aujourd'hui, beaucoup de start-upers en fait, estiment que le confinement de la Covid-19 a appris quelque chose. Donc, il y a un monde d'après et beaucoup aujourd'hui d'activités ont été identifiées comme en tout cas essentielles dans les domaines notamment de la santé, du e-commerce, du food tech, de la biotech et puis de la fintech. On aura des exemples précis tout à l'heure. Merci beaucoup Alain d'avoir suppléé l'absence de chiffres que vous connaissez visiblement sur le bout des doigts.
Thomas Bonte pour Crédit Safe. Là aussi, alors là, j'espère que vous aurez les droits à votre présentation. Voilà, si on peut nous envoyer le premier slide qui correspond donc. Peut-on me tenir au courant de savoir si nous avons ces slides? Voilà. C'est beaucoup mieux. Quelle patience, Thomas, à vous. Il n'y a pas de souci. Donc, ce slide présente en fait le score moyen aujourd'hui des entreprises en Île-de-France et donc par département et au niveau national. On distingue immédiatement qu'au niveau national, on a un score qui est somme toute modéré, qui retranscrit un risque modéré à la limite d'un risque faible, hein, mais surtout avec une stature de limite moyenne de crédit qui est somme toute assez basse. À l'inverse, en Île-de-France, on a un risque qui est très faible, qui est dû principalement à la présence de très grandes entreprises sur le territoire et à une concentration capitalistique et économique qui est particulièrement importante, qui a été rappelée par mon confrère. Et par rapport à ça, on distingue que sur les départements, c'est notamment les Hauts-de-Seine et Paris Intramuros qui s'en sortent haut la main. Derrière, on retrouve la Seine-Saint-Denis, bien évidemment, qui est le lieu de prédilection, d'installation de certains gros sièges d'entreprises également, qui explique aussi une limite de crédit qui est à peu près équivalente à celle de l'Île-de-France. On peut passer au slide suivant. Au slide suivant. Donc, alors là, il faut nous expliquer. Hein, il faut bien faire attention aux différences de couleurs. Hein, donc, alors, le bleu, c'est la France. C'est ça. En fait, ici c'est surtout pour montrer une dynamique qui est une dynamique globale. Hein. Les chiffres en tant que tels seront disponibles, je pense, dans le replay et pourront être consultés par les spectateurs qui pourront me contacter le cas échéant. Je suis présent sur les réseaux s'ils le souhaitent. Par rapport à ça, tout ce qui était à démontrer, c'est qu'au niveau de la liquidité générale des entreprises, on a un niveau qui est somme toute intermédiaire, qui demande un petit coup de pouce, une compensation. Par contre, sur la liquidité restreinte, donc l'utilisation des disponibilités par les entreprises, qui est la résultante aussi d'une indépendance financière qui est somme toute assez élevée pour les entreprises et particulièrement en Île-de-France, contrairement au reste du territoire, elle est très élevée. Derrière, en contrebalancement, j'ai mis la trésorerie nette et on a une trésorerie nette qui, au niveau des bilans, des derniers bilans disponibles pour les entreprises sur le territoire d'Île-de-France, donc on parle de bilan 2020, ici, on est sur 1 mois à 2 mois de trésorerie. Ce matin, d'ailleurs, le gouverneur de la Banque de France signalait que le niveau de trésorerie pour l'industrie était très bon dans les services assez relatifs. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, on voit bien justement dans la dominante tertiaire en Île-de-France qu'on est un petit peu dans cette dynamique. Derrière, on retrouve les délais qui sont les délais théoriques au bilan 2020. Hein, donc, celui qui est sur les délais clients qui est somme toute assez modéré, assez cohérent. On est entre 38 et 42 jours, par contre, sur le délai fournisseur au niveau des bilans en Île-de-France qui est un délai somme toute raisonnable. Et on verra que ça a une incidence derrière sur la référence qu'on en a fait empiriquement sur le territoire d'Île-de-France sur l'ensemble des délais de paiement référencés sur les entreprises. Donc, on peut passer au slide qui nous montre le montant brut en euros des créances réalisées sur un panel important d'entreprises. Donc là, ici, on est sur 260 483 entreprises. Pour donner une comparaison, au niveau national, on est sur 1 500 000 entreprises. Donc, on est largement au-dessus du trend des entreprises françaises qui sont inscrites au RNCS et qui déposent leur bilan sur une périodicité annuelle. On sait qu'aujourd'hui, les bilans, c'est 18 à 24 mois, tandis que là, ce sont bien les comportements de paiement réels qui sont partagés par les entreprises auprès de nos services. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une amélioration de la tendance paradoxalement entre 2019, 2020 et 2021. Maintenant, il y a deux choses. Il y a l'effet, effectivement, de la crise sanitaire qui a eu un effet de purge sur les balances des entreprises et donc qui a amené aussi à un contrebalancement des comportements. Il y a eu un accompagnement aussi des politiques publiques et forcément une surveillance aussi qui a été opérée par le médiateur du crédit et aussi par la DGCCRF et un accompagnement aussi de surveillance des grandes entreprises qui explique aussi la tendance sur l'Île-de-France. Maintenant, en comparaison, il faut comprendre que le T1 2019, on a été obligé de prendre une évaluation qui était à partir de juin pour la simple et bonne raison que sur les comportements de paiement, on a eu une évolution massive des comportements d'un peu plus de 200 000 entreprises sur l'année. Donc, le chiffre qu'on voit à T1 2019 est à partir de juin. Maintenant, globalement, il faut comprendre qu'il y a une amélioration globale pour la plupart des entreprises qui est corrélée par rapport au slide qu'on a présenté précédemment. Donc, l'un va avec l'autre. Maintenant, les entreprises qui sont en difficulté ont tendance à avoir des délais plus allongés. Donc, sur justement la tranche qui est de 30 à 60 jours, 60 à 90 jours. Il y a une corrélation. On va passer au montant médian et le nombre de jours de retard en moyenne par activité des entreprises. Alors là, ce qui est important à voir, c'est que on a eu un basculement total. Et ce basculement total est la résultante aussi de la crise sanitaire. On a une tertiarisation globale sur le T1 2021 comparé au T1 2020, ce qui veut dire qu'on retrouve la finance, l'immobilier et l'assurance en tête, avec des délais qui ont explosé, des montants médians qui ont explosé aussi.
Par contre, on a des activités non enseignées qui sont principalement du type holding, du type détention financière aussi également, qui, par rapport à ça, ont un montant médian qui a explosé aussi. Et donc, forcément, on a un comportement aussi qui est un peu plus dégradé sur les entreprises sur lesquelles il faut tirer un peu plus sur la corde. Par contre, sur le délai standard, on est sur quelque chose d'assez cohérent, ce qui, somme toute, par rapport au slide qu'on a présenté précédemment, a une cohérence aussi également. Je tiens à signaler que sur le T1 2021, au niveau du commerce, au niveau de l'administration, on est sur des délais parfaitement cohérents qui sont aussi permis, notamment pour le commerce, par le soutien en PGE et en fonds de solidarité, qui ont permis à ces secteurs de se maintenir et de réduire considérablement la tendance. Maintenant, il y a un slide que j'ai pas pu montrer, qui était sur le précédent, hein, sur le T1, donc 2019, 2020, 2021. Si on prend comparativement la finance ou si on prend par exemple la construction, on est sur un comportement beaucoup plus dégradé. Maintenant, il fallait que je fasse un choix pour effectivement présenter quelque chose qui soit cohérent et limpide. Mais si jamais nos interlocuteurs veulent du détail, je suis disponible. Voilà, merci, vous étiez clair et cohérent. On va continuer ce tour d'horizon avec maintenant Thierry Milon, le directeur des études de chez Altares, qui normalement, il n'est pas encore là, me dit-on. Alors dans ce cas-là, c'est peut-être Eric et Charles qui peuvent peut-être intervenir. Eric, il y a peut-être à ce niveau-là une intervention, une question ou une réflexion? Oui. Avec le micro, s'il vous plaît. Bien sûr. Oui, un commentaire. C'est vrai que les sociétés de renseignement sont vraiment des partenaires absolument nécessaires et incontournables pour les credit managers que nous sommes. Et pourquoi en particulier dans cette période? Parce que on est confronté à un manque d'informations fraîches, compte tenu de ce qui s'est passé. Les comptes 2019, ils ont été publiés tardivement. Alors effectivement, maintenant, on sait à peu près dans quelle situation sont rentrées les entreprises avec leurs comptes 2009, mais on ne connaît pas évidemment dans une grande majorité les comptes à fin 2020 pour les sociétés qui arrêtent leurs comptes au 31 décembre 2020, on aura les comptes au mieux, vous aurez les comptes aussi qu'à partir du mois de juillet, puisque c'est des comptes qui doivent être publiés et certifiés. Ceux qui les ont aujourd'hui, c'est les banques. C'est les banques évidemment qui les ont en premier, en général 3 mois après. Donc elles connaissent mieux évidemment la situation financière actuelle des entreprises. Et nous, on est un petit peu dans l'expectative, parce que on ne connaît pas évidemment quel a été l'impact de la crise sur les comptes 2020, notamment en termes de chiffre d'affaires. On ne connaît pas évidemment toutes les entreprises qui ont obtenu un prêt garanti par l'État. On les identifie pas toutes. On ne sait pas effectivement du coup quel est leur endettement et l'impact que ça a eu sur leur structure financière. Et puis on en a parlé tout à l'heure. Enfin, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a des interrogations sur la marge qu'elles vont pouvoir dégager cette année. Donc voilà, ça fait beaucoup d'inconnus. Et les sociétés de renseignement, en fait, sont très précieuses actuellement parce qu'elles nous renseignent surtout sur le comportement payeur de nos clients, partenaires, sous-traitants, fournisseurs. Et on sait quand même que quand il y a des incidents de paiement, c'est annonciateur de difficultés, voire de défaillances. Donc ça reste vrai. Et c'est là où leur rôle est vraiment primordial, parce qu'elles ont un recul par rapport à un historique sur le comportement payeur. Et puis, elles sont aussi en première ligne pour recueillir des informations sur les dégradations, comme on l'a vu, secteur par secteur, géographiquement. Elles sont en première loge pour nous renseigner là-dessus. Et pour nous, c'est très précieux. Merci d'avoir apporté ces précisions. Alors, nous ne sommes pas encore en mesure de retrouver Thierry Milon. Je disais qu'il était dans les bouchons de nez. Il a l'air d'être bien bloqué. Mais je vais peut-être demander à Jérôme Mondrian, qui lui doit être avec son invité suivant, qui doit être Monsieur Éric Turbo, peut-être de se mettre en place pour ne pas perdre trop de temps et passer à la séquence suivante, quitte à revenir après à l'entretien avec Thierry Altares, qui a en direct de Lyon un certain nombre de précisions à nous apporter en tant que directeur des études d'Altares. Je vous entends. Et on vous voit, quel plaisir. Bon, super. Alors, j'ai une bonne nouvelle, on vous a retrouvé, j'ai une mauvaise nouvelle, on n'a plus beaucoup de temps.
Donc, on va commencer Oui, par… pas de souci. On va aller directement à un premier focus que vous aviez envie de faire sur les chiffres dont on parlait tout à l'heure avec Alain Luminel et Thomas Bonte. C'est peut-être un premier focus sur privé versus public en Ile-de-France. Oui, alors, vous m'excuserez, j'ai raté évidemment les quelques minutes qui précédaient. Et donc, probablement que nous avons dit préalablement que l'Île-de-France avait des comportements un peu moins bons que ceux observés sur les autres territoires. Et donc, du coup, plutôt que de laisser penser que c'est juste parce que le territoire accueille des grandes entreprises, je souhaitais vous proposer un regard public-privé. Est-ce que le secteur public et le secteur privé ont des comportements tout à fait différents? En fait, si on regarde la période Covid, on voit que les deux ont des comportements au départ comparables. Donc le privé, c'est la ligne bleue, le public, c'est la ligne rouge-orange. Et puis sur l'été, en revanche, il y a eu un pic assez fort qui a déjà été observé avec Jeanne-Marie en début de webinaire, un pic sur l'été qui est surtout accentué sur le secteur privé, tandis que sur le secteur public, sur toute la période Covid, les comportements se sont dégradés, mais pas de façon naturellement tout à fait importante. Pourquoi est-ce que la situation s'est dégradée sur le secteur privé? Je vous propose d'aller tout de suite sur la slide suivante pour ne pas perdre davantage de temps, en regardant ce qui peut être observé si on fait un focus par taille d'entreprise, en prenant trois tailles, les moins de 20 salariés, les 20-200 et plus de 200 salariés. Alors, ce qu'on voit déjà, c'est que sur le secteur privé, barrette bleue, il n'y a pas une augmentation très significative des retards de règlement. On est globalement sur les petits acteurs, sur une moyenne de retard pendant évidemment la phase de mars 2021 assez important. On est à 17 jours de retard, ce qui est évidemment très au-dessus de la moyenne française. Tandis que sur les grands acteurs de plus de 100, on est à 19. Donc effectivement, il y a un écart, mais il n'y a pas les 5 ou 6 jours d'écart auquel on peut s'attendre traditionnellement. Donc plutôt un équilibre. Alors pourquoi cet équilibre-là? C'est parce que la population des petits acteurs est plus importante. Je vais être un peu brutal, mais il est rare d'avoir des petits acteurs qui payent en retard, parce que ces petits acteurs, soit ils payent à l'heure quand ils peuvent payer, soit ils ne peuvent plus payer et ils sont en défaut, en défaillance. Or, aujourd'hui, nous avons un niveau de défaillance qui est très bas, en recul d'encore de 40 points, même si naturellement, sur fin mars et avril, les chiffres sont supérieurs à ceux que nous avions l'année dernière, naturellement, mais au global, par rapport à 2019, on est encore sur des baisses importantes. Et donc, la population naturellement plus importante des petits fait que là aussi, nous avons des retards de règlement qui sont ou paraissent être aujourd'hui plus importants que ce que nous avions avant. Si on compare par rapport au public, on voit tout de suite que la barrette des grands acteurs, 200 et plus, est comparable à celle des grands acteurs du privé. Ce qui laisse imaginer que lorsqu'on observe des comportements de paiement dont on peut craindre qu'ils ne soient pas vertueux sur les grands acteurs, il faut voir qu'on a la même analyse sur le secteur public, ce qui tend à confirmer qu'on n'est pas sur une quantité de payer en retard un an, mais on est plutôt sur des process qui sont tout à fait rigoureux pour permettre justement à l'entreprise… Thierry, vous m'entendez? Oui, je comprends. Oui, pardon Thierry, je vous interromps parce que la communication sonore cette fois-ci est un petit peu hachée. Est-ce qu'on peut aller à un tout dernier point, vraiment en vous présentant toutes les excuses de l'équipe technique? Vous aviez notamment envie, moi je trouvais ça intéressant, de nous faire un petit comparatif Paris-Londres après le Brexit. Oui. Toujours les délais de paiement. Hein. Ok, c'est la dernière slide. Si voilà. Parce que du coup, Jeanne-Marie Laprost a présenté tout à l'heure une slide extraite du prochain rapport des délais de paiement qui montrait que la France avait des comportements meilleurs que ceux qui peuvent être observés sur le reste de l'Europe,
à l'exception de l'été, encore une fois, où les comportements de la France ont rapproché ceux de l'Europe. Ceux qui, évidemment, n'étaient pas encore connus au moment de la construction de cette courbe pour le rapport est désormais connu. Sur le premier trimestre 2021, la situation des entreprises françaises s'améliore significativement, sensiblement. On reste naturellement assez proche des 13 jours de retard, c'est-à-dire au-dessus de ce que nous avions avant Covid, mais on est quand même à constater à nouveau un écart favorable entre l'Europe et la France en termes de comportement de paiement. Et si on regarde donc un focus Royaume-Uni-France, et si on tente de refaire le match d'hier soir, malheureusement, l'Île-de-France peut sembler à nouveau être prise en défaut. Royaume-Uni versus la France, ce sont les deux courbes du haut. On voit là, pour le coup, qu'au Royaume-Uni, nous avons une proportion d'entreprises qui payent à l'heure supérieure à celle qui est observée sur la France. 43% au Royaume-Uni, un peu plus d'un tiers sur la France. Cet écart, cependant, sur la période Covid, c'est un peu réduit. Si on regarde le match Métropole Grand Paris versus Métropole Grand Londres, on s'aperçoit que là aussi, Londres a de l'avance et pour le coup, une plus grande avance, puisque 38% payent à l'heure, tandis que sur le Grand Paris, la métropole Grand Paris, nous sommes à moins d'un quart. Derrière ce chiffre de paiement à l'heure, il faut quand même observer que la France est un pays qui est encore champion d'Europe de quelque chose, et en l'occurrence des petits retards. C'est-à-dire que si Londres paye à l'heure strictement mieux qu'en France, c'est parce qu'en France, nous avons probablement une mauvaise habitude d'attendre un peu. Et donc, il n'y a pas de très grands retards. Les retards sont de quelques jours, mais en revanche, ils sont très importants et nombreux. C'est pour ça que la France et Paris, en l'occurrence, peut être considéré comme champion d'Europe des petits retards. Si, à l'opposé de ce spectre, nous regardions les retards de règlement les plus importants, au-delà de 30 jours, nous verrions que la place parisienne se comporte bien mieux que la place de Londres. Nous avons sur Paris environ 6% des entreprises qui montrent des retards de plus de 30 jours, tandis que sur Londres, nous sommes au-delà de 8%. Merci. Donc on n'a pas complètement perdu le match sur ce coup-là. Merci Thierry, on n'a pas perdu le match, mais enfin le Grand Chelem n'est pas encore tout à fait acquis non plus. Hein. Merci. Non, merci. Encore une fois, je pense que la situation montre que nous avons fait des progrès, nous avons tenu pendant le Covid et que finalement, si les grandes entreprises ont encore un peu de retard, c'est juste parce qu'elles respectent beaucoup mieux les process et c'est grâce à cela qu'elles pourront sortir plus résilientes de la crise. Merci infiniment Thierry de votre précision et de votre patience. On va conclure cette séquence avant d'accueillir notamment les médiateurs du crédit. Un mot de conclusion, Charles, on a pris pas mal de retard. Après tout ce qui a été dit par Thomas Bonte, Alain également, et puis Thierry. Eh bien, écoutez, je suis totalement rassuré en tant que président de la FIGEC. Les 3 intervenants sont des membres de la FIGEC. Pour rassurer totalement mon ami de la FDCC, on sent qu'il y a de la maîtrise, les chiffres sont connus, c'est cohérent et c'est totalement rassurant. À un moment où il va y avoir une reprise, où il va falloir serrer les coudes, soutenir et avoir des informations de qualité, je crois que les 3 acteurs qu'on a eu là sur scène, et nous en avons d'autres aussi à la FIGEC, on est pareil. Bon, ben voilà, il fallait que ça soit dit. On va s'interrompre 45 secondes, tout simplement le temps de changer de plateau et d'accueillir les invités de la table ronde suivante. À tout de suite, restez avec nous.